sera rediffusé jeudi à la même heure, c'est-à-dire à 21h30 jusqu'à 23h, et puis en podcast ensuite à partir de vendredi ou samedi, que vous pourrez donc écouter et consulter sur Internet. Aujourd'hui, une émission consacrée à Pierre Drieux-La Rochelle que j'ai intitulée « Drieux toujours parmi nous », une façon de rendre un hommage posthume à Jean Mabire qui avait écrit un livre il y a maintenant assez longtemps, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et qui s'intitulait « Drieux parmi nous ». Alors, on va voir avec nos invités si Drieux est toujours parmi nous, si les paroles qui furent les siennes étaient prophétiques, visionnaires, si politiquement et socialement, géopolitiquement, les points de vue qui étaient les siens sont toujours, dans une certaine mesure, valables aujourd'hui, et en quoi les grandes idées, les grands thèmes structurant son œuvre sont encore opérationnels et peuvent servir à l'élaboration d'une meilleure connaissance de l'écrivain engagé que fut Drieux. Alors, pour ce faire, j'ai invité Julien Hervier, qui est directeur de l'édition établie, présentée et annotée de l'ouvrage Le Jeune Européen et autres écrits de jeunesse de Drieux-La Rochelle. Ça va de 1917 à 1927 et ça recouvre à la fois Le Jeune Européen, les deux livres de poésie Interrogation et Fond de cantine, et ensuite un autre écrit de Drieux-La Rochelle, La suite dans les idées. C'est un livre qui est paru chez Bartilla et c'est un ouvrage fort intéressant qui donc balise la période 1917-1927, édition établie par Julien Hervier. J'ai invité également Christian Dedet, écrivain, et qui a présenté le livre Chronique des années 30 de Drieux-La Rochelle, paru aux éditions de Paris, Max Chaleil. Chronique des années 30, eh bien, ce sont les différentes chroniques et les différents articles que Drieux a écrits dans les années 30 sur un certain nombre de sujets, et notamment, on l'entendra par le biais d'une personne que je vais vous présenter dans une minute, on entendra la parole, l'écriture, la façon dont Drieux a vécu le 6 février 1934. Alors, j'ai invité également un plus jeune comparse qui est déjà venu à mon émission pour parler de Jean d'Ormesson, et pas pour en parler forcément en bien, qui est pourtant aujourd'hui une sorte de vache sacrée que personne n'ose déboulonner et que vous aviez étrillé dans un ouvrage paru chez Pierre-Guillaume Deroux que je conseille à tous les auditeurs de lire, sur Jean d'Ormesson. Vous avez été et vous êtes critique littéraire, vous avez publié un roman à la rentrée et vous êtes également écrivain donc et critique littéraire comme je l'ai dit. Et puis également un revenant, si j'ose dire, parmi nous, Jean-Pierre Joris, qui est acteur, qui a une carrière derrière lui importante, qui a fréquenté les plus grands de gens de théâtre, qui a connu Jean Vilar, Antoine Vitesse, qui a été parmi les Renaud Barrault, etc., etc. Peter Brook. Ouais, oui, et puis on pourrait en citer combien d'autres, cher Jean-Pierre. Vous étiez venu il y a 2 ans pour nous lire quelques textes et nous dire ce que vous pensiez d'Albert Camus que vous avez connu. Oui, j'ai joué Caligula avec lui, connu. Et puis il y a 6 ans, on avait fait déjà une émission sur Drieux avec Julien Hervier et vous-même, où vous aviez lu un certain nombre de textes. C'est ça, oui. Et là, vous allez encore en relire, et puis j'espère rebondir sur les différentes lectures qui sont les vôtres et les impressions qu'elles vous ont faites. En effet. Alors, les 3 thèmes qui semblent s'emparer de nous immédiatement quand on parle de Drieux, bien sûr, il y a l'homme couvert de femmes, il y a le suicide, il y a l'européen, enfin, il y a de très nombreux thèmes, mais ceux qui recoupent vraiment ce qui nous occupe aujourd'hui par rapport aux livres qui viennent de paraître, et il faut bien circonscrire pour essayer de limiter notre champ d'investigation, c'est Drieux et la guerre, Drieux et l'Europe, et Drieux et le monde moderne. Bon. Vous avez écrit une préface de 30 pages, cher Julien Hervier, dans ce Jeune Européen, et vous accordez beaucoup d'importance notamment au fait que Drieux soit allé combattre sur le front en 14-18, qu'il ait été blessé 3 fois au bras, et qu'il en revienne en 1917, et à partir de 1917, il va pouvoir consigner
dans certains poèmes, et notamment dans Interrogation, tout ce qu'il a pu ressentir dans l'épreuve du feu, dans l'épreuve de la guerre. Ce qu'il est peut-être important de dire en premier lieu, c'est que Drieux était assez anglophile, mais que lorsqu'il a combattu les Allemands pendant la Première Guerre mondiale, il s'est toujours situé en européen, c'est-à-dire voyant l'adversaire allemand, mais respectant l'adversaire allemand comme étant un Européen comme lui, comme étant un homme comme lui, et étant un combattant comme lui, et versant son sang comme lui. Est-ce qu'on peut dire déjà à l'époque que pour Drieux, d'une certaine façon, pour reprendre l'expression de François Mitterrand, le nationalisme, c'est la guerre? Je pense notamment à son ouvrage « L'Europe contre les patries ». Est-ce qu'il y a déjà à l'amorce chez Drieux, déjà à cette époque, une volonté de construire, ou en tout cas de faire en sorte qu'une Europe politique, une Europe puissance, puisse se mettre en place face aux nationalismes égoïstes, hexagonaux, qui sont créateurs de guerres et de convulsions? Alors, Drieux est effectivement quelqu'un qui a été un grand partisan de l'Europe. Alors ça, c'est essentiel chez lui pour toute sa conduite après la guerre et dans l'entre-deux-guerres. Hein. Vous citiez l'Europe contre les patries, on ne peut pas dire mieux. On pourrait aussi évoquer le livre qui s'appelle Genève ou Moscou. Oui, 1928. C'est ça, c'est-à-dire que il a l'idée que les nationalismes des petites nations ont fait leur temps et qu'on est arrivé à l'époque des grands empires. Et ce qui ne veut pas dire qu'il ne soit plus nationaliste pour autant. C'est-à-dire qu'en réalité, il veut englober les différentes nations constituées dans l'Europe, dans une Europe qui les intégrerait, qui ne les assimilerait pas en les déracinant, alors qu'évidemment, quand on parle en général du nationalisme, qu'on y est hostile, c'est dans une optique, au contraire, de dissolution des nations, et pas dans une optique de dépassement de la nation, comme le souhaitait Drieux. C'est ça. C'est-à-dire que, en fait, il se place dans une optique qui a été celle de l'après-guerre, enfin, empêcher, au fond, les éternelles guerres entre la France et l'Allemagne qui ont entraîné 3 catastrophes. 1870, 14-18 et 39-45. Enfin, alors, oui. Mais ça n'empêche pas qu'il avait été très très sensible à Maurras et c'est aussi un nationaliste français extrêmement attaché donc à toutes les valeurs de la culture française. Enfin là, c'est le problème de l'identité française pour lui est très fort. L'identité non seulement de la culture mais des paysages. Enfin, c'est toute une génération aussi qui a lu Barrès et Maurras. Mais pour lui, la Première Guerre mondiale, même si elle a été en apparence gagnée par la France, c'est la fin de la nation française comme pays pouvant sauvegarder son indépendance. C'est pourquoi il écrira très rapidement après Mesure de la France. C'est ça. La France, pour lui, est devenue un pays trop petit et sa seule chance... d'abord, il est très sensible au fait qu'on a gagné la guerre que grâce à nos alliés. C'est-à-dire qu'on peut rappeler aussi un certain nombre de choses. Là, on commémore Verdun en ce moment. Si les Russes n'avaient pas lancé une grande offensive à l'Est au moment où les Français étaient dans une situation difficile à Verdun, en particulier grâce à l'incurie de Joffre qu'on avait mis en garde à plusieurs reprises et qui voulait garder ses troupes pour son offensive sur la Somme, qu'on a organisé avec les Anglais, qui a été d'ailleurs une catastrophe, voilà, qui a fait, vous savez, plus de morts que Verdun. Voilà. Mais donc, la France lui semblait plus capable de se défendre elle-même. Elle avait gagné, bon, en 17, les Russes ne sont plus là, mais il y a les Anglais et surtout il y a l'arrivée des Américains qui, comme vous le savez, était décisive. Parce que jusqu'à la fin de la guerre, les Allemands ont été capables de lancer des grandes offensives qui ont mis les Français en difficulté. Donc, ils pensaient que c'était la France comme État indépendant, c'était une chose définitivement révolue. Parce qu'on entrait dans l'ère des grands empires et pour lui, la Chine n'apparaissait pas du tout, c'était un pays endormi et qui ne paraissait pas du tout devoir jouer
rapidement un rôle international, c'était essentiellement les Américains et les Russes. Mais en même temps, c'est un peu paradoxal parce que sur l'Empire russe, ou ce qu'a été après l'impérialisme russe en réalité, ou l'Empire américain, qui est davantage un impérialisme américain, ce que vous dites est tout à fait juste. Mais Drieux constate quand même que à la fin de la Première Guerre mondiale, l'Empire central, les empires centraux, l'Empire des Habsbourg va chuter. Et que là, malheureusement, c'est plus les empires qui vont dominer et qui vont peut-être laisser la place à ces impérialismes qui vont peut-être être dangereux pour le continent européen. Oui, alors les empires centraux, pour lui, effectivement, ont été définitivement, ont été mis hors jeu à la fin de la guerre, de la Première Guerre. Mais enfin, il verra très vite que l'Allemagne se redresse et devient un très grand danger pour la France. À partir de 1933 et même un peu avant, les Français lucides pouvaient s'en rendre compte. Et donc, ça, c'est un problème particulier. Et c'est là que ça l'entraînera dans toutes ses erreurs et ses déviances, quand il pensera que si on peut dire l'empire européen, enfin disons la puissance impériale européenne va renaître, mais sous la direction de l'Allemagne. Mais son grand rêve, c'est justement qu'à Genève se fasse une unité des nations européennes qui permette de ne pas tomber sous l'influence soit de l'Empire russe communiste avec ses capacités de propagande, ou de la civilisation américaine. Et de toute façon, une chose frappante pour lui, c'est que les deux empires ont vendu leur âme. Pratiquement, ça sera l'autre point de votre émission, à la technique, à la consommation de biens matériels, à une espèce de consumérisme qui ne s'appelait pas encore comme ça. Il a beaucoup espéré dans la brutalité spontanée, naturelle des Russes. Il y a des choses, il y a une très très belle expression qu'il emploie 2 fois dans les écrits de jeunesse là que je viendrai éditer grâce à Bartilla. C'est le pleur. Alors il y a une petite préciosité, il ne dit pas les pleurs ou les larmes. Le pleur des soldats russes a dissous l'acier. Quand justement les Russes ont jeté leurs fusils et que la Russie a fait une paix séparée avec les traités de Brest-Litovsk. Donc il espérait beaucoup justement l'acier, c'est l'acier des sans-familles, des Vendel, des machines, des tanks, et très vite, en voyant l'évolution du système russe, il arrivera à cette autre formule extraordinaire, qui est que finalement, que les Russes gagnent ou les Américains, ça n'a pas d'importance, parce que ce qui triomphera, c'est un idéal de production de fer blanc. Pensez, le fer blanc, ça peut être les tracteurs, les voitures, les autocars. C'est le matérialisme machinal, le règne de la technique. C'est la machine. Voilà, et la marchandisation du corps social, etc. etc. Voilà. La productivisme et du consumérisme achevé. Et comme il pense que la France ne peut pas toute seule, enfin, c'est-à-dire la France seule, les fameuses formules à la Maurras, la France seule a perdu d'avance. Et donc la seule solution possible, c'est dans un cadre européen. Alors, 2-3 questions, Julien Hervier, puis après on va faire tourner la parole. Vous disiez qu'il était favorable à un dépassement de la nation française, mais qu'il restait attaché charnellement à la nation française. Oui. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a une tridimensionnalité finalement chez Drieux-La Rochelle ? D'une certaine façon, il est à la fois contentinais, c'est-à-dire normand et fier de l'être. Il est à la fois français et content de l'être également, et européen par nécessité pour une géopolitique qu'il appelle de ses voeux, qui soit européenne et révolutionnaire. Bon, on a là une trifonctionnalité, si j'ose dire, de Drieux-La Rochelle, qui est en, il l'a pas théorisé comme ça, mais on pourrait peut-être en parler comme ça de façon. Ça fonctionne comme ça, tout à fait. Ouais, oui.
La deuxième chose, quand vous dites qu'il était dans les années 30 proche de Maurras, qu'il avait lu Maurras, et que d'un autre côté il voyait que les Allemands progressaient et que les Allemands risquaient d'être des adversaires encore résolus comme ils l'avaient été pendant la Première Guerre mondiale et en 1870, est-ce que justement ce qu'il ne spécifie pas lui par rapport à Maurras ou par rapport à beaucoup d'autres, c'est que c'est précisément parce qu'il voit peut-être l'adversaire allemand être un possible adversaire véritablement conflictuel avec la France, qu'il souhaite justement une réconciliation et une possibilité d'alliance avec l'Allemagne. Oui. Là où les maurassiens seront des stigmatisateurs de l'Allemagne parce qu'ils y voient un ennemi héréditaire, Drieux y voit un adversaire mais qui peut devenir un allié dans certaines circonstances, à partir du moment où une Europe réelle existerait. Absolument. Et pour lui, il ne s'agit pas du tout de stigmatiser l'Allemagne, et en particulier vous savez, l'Allemagne paiera. En fait, il ne faut pas oublier, alors j'ai essayé de remettre ça un peu en perspective, que d'abord, Drieux a longtemps passé pour le type même d'un homme de gauche, internationaliste, hostile à la bourgeoisie, aux grands dirigeants des États, aux généraux, enfin les poèmes justement qu'on ne pouvait plus lire depuis des années, ça fait au moins 50 ou 60 ans qu'on ne peut plus lire les poèmes de guerre, Interrogation et fond de cantine. Donc Drieux était proche par certains côtés de l'international. Il y a des gens qui ont cru que c'était parmi les hommes de gauche, que c'était un des leurs. Il y a d'ailleurs un texte qu'on va lire sur le 6 février 34 où il écrit qu'il chante l'international et la Marseillaise dans un même élan. Oui. Et alors là, il était aussi très près. Les surréalistes, enfin c'est un groupe un peu informel malgré le côté tyrannique de Breton, était tout à fait hostile au traité de Versailles. Ils considéraient qu'on avait plongé l'Allemagne dans une situation impossible. Et là, il y a aussi quelque chose de tout à fait impressionnant que je raconte, enfin qui est connu, c'est que Interrogation, ces poèmes de guerre, contient un très beau poème qui s'appelle « À vous, Allemands », disons qu'il s'est battu contre les Allemands pour les tuer, pour gagner la guerre contre eux, mais qui s'est battu sans haine, et qu'il faut qu'on soit capable de se réconcilier, et une réconciliation dont tout le monde rêvait entre les anciens combattants, les gens qui étaient dans les tranchées à mourir de faim, de froid et sous les obus. Donc cette alliance des combattants contre les non-combattants qui sont bien au chaud, qui envoient les autres au casse-pipe. Donc, et son recueil a été publié en 17, vous l'avez rappelé, sans autorisation de la censure. Ouais. Parce qu'il a été présenté à la censure et ce poème a été refusé par la censure. Et là, Gaston Gallimard a été très courageux parce qu'il a accepté de publier quand même. Mais ça a été publié de façon très confidentielle à 150 exemplaires. Ouais. Ensuite, un nombre d'exemplaires plus important, et après la fin de la guerre où ça ne posait pas de problème. Donc il y a eu un tirage normal, enfin je ne sais plus si c'est 1500 ou 2000, là je dis ça dans la préface, on a les chiffres exacts, donc un tirage normal pour un recueil de poésie. Alors on va revenir à Interrogation et à la Première Guerre mondiale, et je voulais savoir, Christian Dedet, en l'occurrence Julien Hervier vient de pointer du doigt une réalité que l'on a l'habitude de taire, à savoir que Drieux, comme beaucoup de gens de la collaboration pendant la Seconde Guerre mondiale, ont cru que l'Europe à laquelle ils aspiraient était une Europe européenne dont les Allemands pourraient être les instruments, mais les instruments seulement, au lieu que, effectivement, il est évident que le pangermanisme nazi pendant la Seconde Guerre mondiale n'exaltait pas une Europe européenne, mais une Europe à direction allemande.
Et la stupidité d'Hitler qui a complètement découragé une collaboration, entre guillemets, sincère. Une alliance et une négociation. Absolument. Mais alors, j'ai suivi ce qui était dit sur le cheminement des idées de Dreux-La Rochelle au point de vue de l'Europe, par rapport à la guerre et tout. À mon avis, pour moi, il y a un livre qui est capital sur le point de départ de l'évolution de Dreux-La Rochelle. C'est la comédie de Charleroi. Ouais. C'est sa guerre. Et cette comédie de Charleroi, c'est exactement le point de départ où le soldat à plat ventre dans la boue s'aperçoit qu'il n'est plus un chevalier, que la chevalerie, ça n'existe plus, que la guerre, c'est l'écrasement par le métal, par le bombardement. Et c'est là qu'il réalise que cette guerre que nous faisions tous sans la faire et que les industriels faisaient pour nous et nous écrasaient sous leurs obus, c'est à partir de là qu'il a compris que des temps avaient changé, qu'il n'y avait plus de chevalerie possible et qu'il fallait faire face à ce matérialisme qui allait se déchaîner sur le monde. D'ailleurs, Jules Hervier, vous avez beaucoup travaillé sur Ernst Junger, vous avez même écrit un livre sur le parallèle à faire entre Junger et Drieux-La Rochelle, qui ont fait tous deux la Première Guerre mondiale, et qui, tous deux, ont bien souligné les affres de la modernité de l'époque, et tous les deux, l'un était francophile et l'autre est devenu presque germanophile, si j'ose dire, enfin en tout cas très européen dans les deux cas. Est-ce que vous considérez, vous, Christian Daudet, que Drieux-La Rochelle a été s'est bercé d'illusions jusqu'en 1945 sur cette Europe allemande, ou qu'il a pris conscience en 42-43 que c'était quand même déjà un petit peu fait de ces illusions? C'était tout à fait que les illusions s'étaient complètement évanouies et que l'Allemagne allait de plus en plus dans une direction qui l'a poussé vers le mur. Enfin, il a compris qu'Hitler faisait fausse route. Il a compris très tôt, je crois. Et alors, vous parliez de Junger. Alors, il y a un très beau livre de Junger, justement, c'est Waldschein 125. C'est le Bocteau 125 qui épouse les mêmes idées que Drieux dans le sens allemand, alors que Drieux, c'était ce rapprochement entre ces deux grands écrivains et ces deux grands héros, parce que n'oublions pas que Drieux-La Rochelle a été blessé gravement 3 fois et que 3 fois, un mois après, il est retourné au front. Alors les patriotes de 45 qui reprochaient à Drieux de ne pas être patriote, bon, oui, on sait quoi en penser. Mais oui, Julien Hervier. Il faut quand même être honnête, c'est-à-dire que avant de revenir la dernière fois au front, il était tombé sur une femme qu'il avait trouvée absolument admirable. Ah oui. Et il avait profité quelques mois des plaisirs de l'arrière. Ouais. Mais il a décidé de repartir au dernier moment. Enfin, pas au dernier moment. Surtout, oui, c'est une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que les Allemands ont été capables jusqu'à la fin de lancer des grandes offensives et que en été 1918, les gens qui croyaient depuis 4 ans que la guerre allait durer 3 mois ne pouvaient pas imaginer que, effectivement, le 11 novembre, ça serait la fin de la guerre. Hein. Alors, Christian Daudet parlait de chevalerie tout à l'heure. Junger lui-même disait qu'il y avait des résidus de guerre chevaleresque en 14-18 et que tout ça s'est effondré ensuite au profit de guerres technologiques et de guerres de masse qui étaient des guerres nationales, mobilisantes et déstructurantes pour les peuples. Est-ce que quand on parle de la comédie de Charleroi ou de L'homme à cheval, qui a été publié pendant la Seconde Guerre mondiale, on a affaire là à 2 romans guerriers, si j'ose dire, de Drieux. Est-ce que c'est le Drieux qui se projette comme étant celui qui voudrait être le guerrier traditionnel, l'ascète et celui qu'on lit par exemple dans Notes pour comprendre le siècle, ou est-ce qu'à votre avis le Drieux plus intimiste, mal dans sa peau, qui n'est pas contradictoire d'ailleurs mais qui est déjà une sorte d'image d'Épinal, le Drieux dandy, le Drieux décadent, le Drieux couvert de femmes, quel est le vrai Drieux? Est-ce que c'est le Drieux couvert de femmes décadent dandy, ou est-ce que c'est celui qui se projette en imaginant que l'idéal médiéval pourra peut-être un jour être restitué aux Européens? Moi, ce qui me paraît... Enfin, une des choses qui, à mon avis, distingue vraiment Drieux sur beaucoup d'écrivains, même de son époque, c'est que c'est un homme de synthèse qui rêve en permanence une harmonie et un dépassement, d'ailleurs, un peu impossible.
ce qui le mène à l'implosion et au suicide. Ce qui est un phénomène, je trouve, qui est assez fréquent finalement dans ce genre de tempérament. On a ça un peu aussi chez Mishima, qui quelque part, entre son héros, son nationalisme, son idéalisme, sa vision du langage, le corps, enfin, toutes ces contradictions apparentes, il essaye de les réunir et ça aboutit à son suicide. Et alors il y a ça un peu aussi chez Drieux-La Rochelle, qui est tout à la fois, qui est à la fois un décadent, je sais plus, qui rappelait que justement quand il fustige dans au début, enfin après la défaite de 40, il fustige, il dit qu'on aurait dû fermer tous les bars, que les Français, c'était la belote qui avait perdu la France et qu'on aurait dû fermer tous les bars. La France du pastis et voilà, la belote. Exactement. Et lui passe sa vie dans les bars. Enfin, il dit que tout est dans la démographie parce qu'il est toujours très attentif, en effet, aux chiffres, aux masses, à ces questions-là. Et il souhaite pendant la Seconde Guerre mondiale que 80% des Français retournent habiter à la campagne. Oui, tout à fait. Alors qu'il ne peut pas se passer de Paris. Donc, c'est bon. Romaric aussi, il constate que la France s'appauvrit en démographie et tout, mais il n'a jamais fait d'enfant lui-même. C'est ça aussi. Mais est-ce que finalement, quand même, le grand paradoxe de Drieux, et ce qui fait quand même qu'on est attaché à lui, et qu'on est touché, qu'on est ému lorsqu'on parle de Drieux, lorsqu'on évoque Drieux, quand on lit Drieux, est-ce que ça n'est pas finalement que lui s'accusait avec une acrimonie incroyable, alors qu'il valait mieux que les critiques qu'il s'adressait à lui-même. Au contraire des modernes qui font exactement l'inverse, qui critiquent les autres avant de se critiquer eux-mêmes, et qui critiquent chez les autres toujours les travers qui existent chez eux. Absolument. Alors justement, la soi-disant inconséquence, la soi-disant mollesse de Drieux, la soi-disant inconsistance de Drieux, mais tout ça c'est du pipe aux clarinettes. Lui-même l'a un peu encouragé parce qu'il avait ce goût aristocratique de déplaire. Il était un peu par masochisme mais aussi beaucoup par élégance. Il donnait les verges pour être battu. Il se décrivait homme couvert de femme, nonchalant, impuissant, tout ce qu'on a raconté. Mais c'était pipeau clarinette et ça, l'intelligentsia antagoniste de Drieux a immédiatement marché là-dedans, on a brandi ça. Mais il y a une opinion qui est beaucoup plus respectable, beaucoup plus considérable que ça et qui situe les choses et qui recale le problème, c'est André Malraux. Parce que Malraux, on peut être pour, on peut être contre, c'était quelqu'un Malraux. Et quand Malraux disait quelque chose, il était droit et c'était un homme intègre. Il disait, mais Drieux-La Rochelle, c'est un homme que j'admire, qui a toujours été droit dans ses bottes, conséquent avec ses idées, et je crois qu'il vaut beaucoup mieux faire confiance dans ce témoignage de première main de quelqu'un qui l'a vu que d'écouter des Dominique de Santi et d'autres rigolotes qui racontent qui médicalisent Drieux ou le psychanalyse. Qui le psychanalyse, voilà. D'ailleurs, Malraux, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, a demandé indirectement à Drieux-La Rochelle de le rejoindre dans les rangs de la Résistance, et celui-ci a refusé. Tout à fait. Alors c'est ce que dit Auterès, c'est pas tout à fait ça. En principe, enfin, bon, il n'y a pas de texte pour ces choses-là, hein, parce que sont des contacts qui sont pris de façon informelle. Enfin, la position d'Andreu Grover, qui sont quand même les gens qui ont vu les choses de plus près, c'était qu'il avait fait pressentir Malraux pour savoir s'il pourrait s'engager. Malraux a dit oui, mais alors comme simple soldat et sous un faux nom. Parce que, étant donné la réputation qu'il avait, il n'aurait pas pu le faire accepter par ses troupes de la France libre. Et il semble que Drieux voulait simplement obtenir le satisfecit de Malraux, savoir que Malraux aurait été prêt à le repêcher. Mais en même temps, il explique, d'ailleurs c'est là que on ne peut pas, il faudrait être médecin, il explique à 3 reprises, presque dans les mêmes termes au début de son journal 39-45, qu'il n'est pas reparti sur le front parce que il était malade, aortite, maladie de foie, etc. Voilà. Donc il se sentait peut-être trop fragile pour remonter au front en 44. Mais ça aurait pu effectivement lui plaire parce qu'il avait gardé de la Première Guerre mondiale un goût un peu amer dans la mesure où ses camarades étaient morts et où lui ne l'était pas, et où il regrettait d'une certaine façon de ne pas être resté comme ses camarades, comme ses amis, sur le front, à se battre et à mourir. Alors ça, c'est effectivement un sentiment qu'on connaît bien. Vous savez, on l'analyse maintenant à fond. Les psychologues, les psychanalystes nous bassinent avec ça non plus. La culpabilité du survivant. Et donc pour lui, ça pouvait être particulièrement fort
parce que ça avait des interférences avec sa vie privée, puisqu'il a épousé Colette Géramec, qui était la sœur de son meilleur ami, qui avait été tué tout de suite à Charleroi, alors que lui avait été justement blessé au crâne. C'est la première des blessures. Les autres, il avait aussi une des choses qu'il a envoyé à l'hôpital, c'était la dysenterie. Mais vous savez, la dysenterie, c'est pas une plaisanterie. Hein. Enfin, on en meurt. Faut rappeler aussi que Colette Géramec, qui a été sa première épouse, était juive, qu'elle avait eu 2 enfants et que Pierre de la Rochelle en 42 l'a fait sortir de camp de concentration et a sauvé à la fois sa femme et ses 2 enfants, ainsi d'ailleurs par la même occasion que Jean Paulhan, qui était dans une situation difficile. C'est ça, il est intervenu pour les gens qui étaient de ses amis. Et avec qui il n'était pas nécessairement d'accord. Mais il pouvait avoir... Juste un mot. Oui. Il est intervenu non seulement pour des amis ou pour sa femme juive, il est intervenu aussi pour des gens qui n'étaient pas de ses amis. Et j'ai un témoignage de première main de Jean Quérol qui m'a toujours dit, si je suis là, bon, il y a eu nuit et brouillard, je suis passé par des épreuves terribles, mais je devais être au peloton d'exécution. Et c'est Pierre de La Rochelle, dans la nuit, qui est allé réveiller Otto Abetz et qui a fait commuer ma peine en déportation. Un témoignage intéressant. Je le tiens de Jean Quérol qui me l'a dit dans un couloir des éditions du Seuil, un jour où on parlait de Dreux-La Rochelle. Oui, ça c'est très important que vous disiez ça, parce que c'est pas du tout une chose Je l'ai dit dans le tome 2 de mon journal, effectivement, je le raconte, mais c'est authentique et Quérol me l'a dit. Alors, on parlait de Drieux et la Première Guerre mondiale. Dans un texte, Parole au départ, qui figure dans le volume Interrogation, volume de poésie publié en 1917 à l'époque, et Drieux revient du front, et il se sent encore complètement engagé finalement au front. Il fait corps encore avec les autres corps qui se disloquent pendant cette guerre. Et Jean-Pierre Joris va nous lire ce fameux texte Parole au départ, qui donc se situe juste au moment où Pierre de La Rochelle revient à Paris après l'épreuve du feu. Et le rêve et l'action. Je me paierai avec la monnaie royale, frappée à croix et à pile du signe souverain. La totale puissance de l'homme, il me la faut. Point seulement l'évocation par l'esprit, mais l'accomplissement du triomphe par l'œil et l'oreille et la main. Je ne puis me situer parmi les faibles. Je dois mesurer ma force. Si je renonce, mon cerveau meurt. Je tuerai ou je serai tué. La force est devant moi. Pierre de fondation. Il faut que je sente sa résistance. Il faut qu'elle heurte mes os. Que je sois brisé. Je veux la comprendre avec mon corps. Nécessité alimentaire, là-bas, je vais chercher ma vie, la vie de ma pensée. Peut-être je ne suis pas fort si j'ai besoin de cette expérience corporelle. D'autres connaissent la force spirituelle dans les maisons qui sont loin de la guerre. Je hais que le vulgaire les appelle lâches. Mais, moi, il faut que je sente la guerre avec mes entrailles.
quand la colique de la peur les agrippe et les tord d'une poignée acharnée. Alors, si je dis encore « Vive la France », si je signifie encore « Vive la guerre », alors je suis à mon affaire. Je connais la condition du monde autour de moi. Je sais ce que je vaux et ce qu'est la valeur. De nouveau, règne l'action. L'audace d'une génération s'est levée, que la gageure à séduire de jumeler par son mode de vouloir. Le rêve et l'action. Non, je ne puis être celui qui renonce à une gloire de la vie et qui se satisfait par la magnificence secrète que confine le rêve derrière les deux yeux. Oh, mon idée, je pousserai plus avant dans la saisissante réalité ta rectitude. L'événement va mordre sur le trait que tire mon vouloir, comme l'eau forte sur l'image de cuivre. Morsure atroce, déjà connue, encore cuisante dans ma chair. Je dis, et je vais être seul parmi les troupes d'hommes au chagrin sourd, au désespoir âcre, comme leurs pipes mâchées dans l'angoisse. Je serai sur les terrains vagues et abstraits où toute végétation depuis ce lointain début fut extirpée par l'obus, piocheur. Là, tout est broyé au centre de l'explosion ou déchiqueté à l'extrême, jet de l'éclat. Je vais me retrouver dans la terre mouvante, oscillante, écrasé sous ses propres masses retombantes et lapidé par ses propres cailloux. Et dans cet air vivant qu'on sent pâtir autour de la tête comme l'épaisseur sensible d'une chair. Et brusquement, à une gare, je reconnaîtrai que je suis dans le pays où s'est exilée la jeunesse des hommes pour méditer une douleur neuve et le sens de son effort inconnu. Là, retirés du monde qu'ils ont créé, les hommes vivent parmi les cadavres. Là, toute vie, toute vérité ses retraites. Fait décisif qui se pose en borne cogneuse à la frontière de ce royaume. Il n'est aucune vie à l'arrière, aucune vérité, tout y est marqué par la totale ignorance. De ce côté-ci se manifeste l'inénarrable révélation. Ah, je plains les habitants de l'arrière, frappés de la mort, coupés de ce temps, précipités au néant. Et nul miracle de l'esprit ne peut les transmuer et les transposer. Entre dans les ordres.
infanterie, artillerie, génie, aviation. Prends cellule dans le poste d'écoute, ou la sape. Là où tu es en présence de la mort, là, menace l'abominable souffrance liminaire. Ou élève-toi, si tu en es digne, dans l'avion, au sommet du champ de bataille, à la clé de la voûte sonore, au comble du son humain. Merci Jean-Pierre. Écriture inspirée de Drieux-La Rochelle, lecture inspirée de Jean-Pierre Joris. Vous me disiez avant l'émission que cela vous avait rappelé Reich. Oui, enfin, c'est un homme que j'aime, évidemment. Et j'écrivais comme ça en pensant que la peau de cet homme respire la vérité et la beauté. Et qui me remet par moments Rilke en mémoire. Il y a quelque chose de Rilke derrière La Rochelle. J'aime cet homme. Je ne l'ai jamais oublié. Et je pense que j'étais le 6 février en présence de mes familles à la Concorde. J'avais 11 ans. Mon père, officier brillant, était au pont dans les fumées et il reçut une balle dans sa vareuse de militaire. Et après, on l'a conduit à l'hôpital. Il n'avait qu'une faible éraflure, mais il a failli être gravement blessé. Alors, on va justement lire tout à l'heure le fameux texte de Drieux sur R de février 34 dans les chroniques de Drieux-La Rochelle Des années 30. Des années 30, pardon, et que vous avez en quelque sorte répertorié, Christian Daudet. Alors, dans ce poème, il semble que Drieux, est très investi, c'est très senti, c'est très enraciné, c'est très intégré, il est vraiment impliqué complètement dans ce qu'il écrit, dans ce qu'il vit. Il y a une dimension prométhéenne, une dimension ascético-guerrière, qui renvoie un petit peu analogiquement à Junger au moment du soldat du front, et même dans une certaine mesure dans la figure de Der Arbeiter, du travailleur. Et Drieux, comme Junger, l'un en devenant l'anarque, plus tard le rebelle et l'anarque, et l'autre en devenant un anti-moderne radical, se détachera de ce prométhéisme. C'est-à-dire qu'il aura toujours une vision de la guerre très aristocratique et très chevaleresque, et son expérience guerrière sera toujours extrêmement importante pour lui. Mais en même temps, la guerre pour la guerre et l'héroïsme guerrier où l'homme se dépasse et accède à une certaine volonté de puissance sera maîtrisé par la figure peut-être du sage guerrier. Alors, il ne faut pas oublier quand même dans toute cette histoire quelque chose qui nous échappe maintenant. C'est que y a une forme d'exaltation guerrière que beaucoup des jeunes gens qui sont partis en toute innocence en 14 ne soupçonnaient pas, et que moi j'ai eu la chance d'ignorer totalement, vu ma génération, mais qui est présente, enfin chez Apollinaire, vous savez, là c'est répété ce titre Adieu que la guerre est jolie. Il y a un certain nombre d'hommes qui ont un véritable plaisir à faire la guerre. Et c'est très étrange parce que, alors, j'insiste aussi dans mon introduction sur le fait que Drieux a fait partie vraiment de toute une intelligentsia majeure dans l'entre-deux-guerres. Il était en gros à la jonction entre le groupe de la NRF et le groupe surréaliste. Mais Aragon a adoré la guerre. Là maintenant les choses apparaissent. Enfin, Aragon, qui était très courageux, il était médecin militaire.
Il a été cité à l'ordre de l'armée, il a été décoré pour avoir ramené ses blessés dans des conditions épouvantables après avoir été enseveli lui-même plusieurs fois. Et on a des témoignages d'Aragon disant à la guerre qu'il n'avait jamais été aussi heureux. Et quand on imagine effectivement Aragon, à qui sa famille avait fait croire que sa mère était sa sœur, par rapport à l'étouffement bourgeois, qui est quelque chose de bien lointain pour nous maintenant, par rapport à l'étouffement bourgeois, Aragon, Drieux, Junger ont eu une espèce d'exaltation à l'idée d'aller se battre. Et on peut retrouver ça aussi chez Julius Evola en Italie. Ouais. Et alors moi j'évoque aussi souvent maintenant un phénomène dont on parle qui est celui des enfants soldats. Les gens très jeunes qui n'ont pas de responsabilité sociale, qui n'ont pas de famille, peuvent avoir un grand plaisir à se battre. Voilà. Et donc le problème c'est de savoir s'ils sont capables d'évoluer ensuite. Et Drieux a toujours fait la différence entre deux expériences guerrières. Il y a celle qui domine les poèmes de guerre d'interrogation, qui est l'exaltation de la charge à Charleroi. Le fait de se sentir à la fois pris par l'élan du courage, où le fait de mourir ne paraît plus important, et le fait de se sentir en meneur d'hommes, même en étant un tout petit chef sans aucune responsabilité. Et l'horreur de la guerre industrielle, il oppose l'élan de Charleroi, le cri de Verdun, où il y a un énorme obus autrichien qui est arrivé sur lui, avec un bruit effroyable. Il a poussé un hurlement qui a fait peur à tout le monde. Il le disait de façon voilée, il a fini par le dire, il a fait dans son froc, ce qui est une humiliation très grande, mais il dit qu'il a écrit la comédie de Charleroi justement pour compenser cette espèce de vision encore puérile et juvénile de l'enthousiasme guerrier d'interrogation par une réflexion sur la guerre. Finalement, Drieux était à la fois pour la guerre traditionnelle au sens médiéval du terme, et jusqu'à 1914-18 avec les résidus chevaleresques, comme je le disais tout à l'heure, dont Junger parle, contre la guerre moderne industrielle et massificatrice, la guerre de mobilisation totale. Et aussi, il y a une deuxième guerre que Drieux a voulu livrer et qu'il n'a pas été facile de livrer, c'est la guerre contre l'ego, la guerre contre le moi, qui a été évidemment toute l'affaire de sa vie parce qu'il avait un moi très hypertrophié. Il en avait conscience et toute sa volonté était justement de se détacher de cet ego qui l'embarrassait en quelque sorte. Oui, d'ailleurs, il n'a vraiment réussi à s'en dégager qu'à la toute fin de sa vie, lorsqu'il s'est lancé dans une méditation orientale. Non, l'art, il y aurait beaucoup à dire, parce que... Mais est-ce que le regard tourné vers Staline d'un côté et le regard tourné vers l'hindouisme de l'autre, est-ce que c'est pas quand même une sorte de pirouette, une sorte de gadget un petit peu... qu'on a un petit peu trop tendance à vouloir, normativiser, alors que il est tourné vers Staline parce qu'il ne souhaite pas que le capitalisme américain s'empare de la planète, et d'un autre côté vers l'hindouisme parce qu'il recherche de la sagesse, comme il l'a recherché durant toute sa vie. Mais est-ce que c'est aussi important que ça à la fin de sa vie ? Alors Staline, il est mort en même temps que le fascisme. Oui. On pourrait dire que le problème de Staline, c'est tout à fait particulier. D'abord, il y a la grande faiblesse politique de Drieux, c'est qu'il n'admire que la force. C'est-à-dire que il est pour le plus fort. C'est-à-dire, il est pour Hitler quand Hitler est le plus fort et qu'il pense que la France ne pourra pas se relever, donc il faut collaborer parce que c'est la seule façon de maintenir un peu la France à flot, puisque Hitler a gagné. Mais quand Hitler se fait battre par Staline, à ce moment-là, il considère que c'est Staline qui est son idéal. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi l'hostilité radicale
vis-à-vis du capitalisme Alors, et de l'américanisation de la planète, qui devient un nouvel ordre du monde. Vous avez parfaitement raison. Bon, là, on est un peu dans le problème de l'Europe. Hein. Oui. C'est-à-dire que quand ils voient que l'idée d'un empire, enfin d'une Europe puissante, rassemblée sous hégémonie allemande est un échec, ils pensent qu'il n'y a plus que deux possibilités. Une Europe sous hégémonie anglo-américaine, essentiellement américaine, et une Europe sous hégémonie stalinienne et russe. Et là, sa position est extrêmement simple. Hein. C'est que les Américains, d'une certaine façon, ne sont plus vraiment des Européens. Oui. Les Russes sont des Européens. Bon, il y a tout le problème. Alors, ils n'en parlent pas. C'est tout le problème de l'orthodoxie et donc du christianisme russe. Mais enfin, Drieux, qui avait été élevé dans la religion catholique, même s'il n'était guère croyant, était aussi bien du côté des orthodoxes que des protestants et des évangéliques américains. Donc pour lui, une Europe sous hégémonie russe est plus européenne que si elle était passée sous hégémonie américaine. Est-ce qu'il n'y a pas une deuxième raison, Julien Hervier, oui, c'est que oui. le totalitarisme soviétique communiste, pour lui, est un totalitarisme solide, alors que le totalitarisme américain démocratico-capitaliste est un totalitarisme insidieux, sournois, un totalitarisme liquide, qui est beaucoup plus difficile à appréhender, mais qui s'insinue par ses modes de consommation, de production, de mercantilisme, etc., et d'individualisme, pour essayer justement de noyer l'individu et la personne et le désagréger de ses communautés, alors que dans le communisme, il y a encore, malgré l'utopie et les millions de morts qui sont absolument abominables, une forme solide, brutale, brusque, franche, que Drieux préfère à l'esprit mercantiliste, l'esprit soft du totalitarisme capitaliste américain. Alors c'est très certain qu'il déteste le mercantilisme américain, mais qu'il y voit une forme de totalitarisme, je ne crois pas. C'est-à-dire, c'est comme vous le dites, un totalitarisme insinuant. C'est-à-dire, on n'est pas payé pour voir des films de Hollywood, boire du Coca-Cola et manger dans des McDo. Non, mais il y a des conditionnements sociétaux qui s'insinuent et qui, par rapport aux mœurs qui sont présentes, peuvent être assujettis à un nouvel ordre du monde dominé notamment par l'hégémonie américaine. C'est ça, mais si vous voulez, dans la Russie, il pense qu'il y a encore... D'abord, finalement, pour lui, les Américains sont des Européens abâtardis, même s'ils sont allés très loin pour échapper à la vieille Europe. Alors l'Amérique dans la est née Russie, d'un refus d'Europe. Hein. C'est ça, la Russie est quelque chose qui a encore des forces inentamées, justement la force justement du moujik, de la puissante capacité de résistance des Russes au malheur au moment des invasions des nazis, et puis la dimension religieuse qui ne peut pas lui apparaître encore très clairement. Enfin, il n'a pas pu lire Solzhenitsyn, mais enfin, il est très sensible au fait qu'il y a une vieille résistance culturelle qui habite la Russie et qu'on n'aura pas avec la Christian Daudet. Il était sensible à la spiritualité profonde du peuple russe, aux deux sources du communisme russe, parce que, bon, on revient à Berdyaev, alors que les Américains, à part le chewing-gum et la Coca-Cola, ils n'y trouvaient rien. La seule chose que Drieux a idolâtré chez les Américains, c'était la femme américaine, la belle plante athlétique. Ouais. Mais pour le reste... Il a eu une maîtresse américaine, d'ailleurs. Il a eu une maîtresse américaine. Plusieurs. Voilà. Et alors, tout à l'heure, juste une petite incidence, je reviens sur quelque chose quand vous parliez tout à l'heure de la guerre, à quelle est jolie la guerre, etc. Il y a un livre merveilleux sur 14-18 dont on ne parle pas assez. Je préfaçais un jour ce livre-là et je le trouve admirable. C'est La Sainte Face d'Éliphore. Et Éliphore, dans La Sainte Face, raconte comment beaucoup de poilus de 14-18 sont partis comme c'était les grandes vacances. Ils avaient l'impression de partir en vacances. Alors chacun laissait Bobonne à la maison qui pleurnichait, le travail qui allait pas,
le travail des champs ou l'agriculture qui se vendait mal ou ceci ou cela. Et c'était pour eux une espèce de grandes vacances de la vie. Bon, ça a duré 1 mois, 2 mois, et puis après il y a eu le massacre. Mais c'était indiscutablement aussi ce mouvement vers les grandes vacances. Alors, Romaric Sangars, ce que disait justement à l'instant Julien Hervier et Christian Dedet, est intéressant parce que Drieux a été anticommuniste durant toute sa vie, et s'il se tourne vers Staline en 1944, c'est pour les raisons qu'on vient d'évoquer, et pas du tout par une légitimation du système communiste avec tout ce que ça peut avoir de péjoratif et de négatif, bien entendu. Mais ça peut être aussi mal compris pour des gens de droite, par exemple, dans les milieux non conformistes. On peut difficilement comprendre cette adhésion, même par défaut, à ce communisme à la fin, par détestation du capitalisme américain. Est-ce que vous comprenez Drieux dans une certaine mesure, à défaut peut-être de justifier sa position, et est-ce que vous pouvez comprendre qu'est-ce qui a pu le motiver à ce point pour en finir finalement un petit peu à réviser sa position de départ? Peut-être, sans vouloir redire tout le temps la même chose, mais c'est vrai que c'est avant tout un homme de synthèse, et c'est ce qu'on a. En fait, on l'a un peu figé aussi, forcément, dans son image, dans sa fin, on l'a figé dans l'intellectuel qui se compromet, quoi, et qui a toujours eu, en effet, une esthétique barésienne, nietzschéenne, d'homme de droite, c'est évident. Mais même maurassienne à certains égards. Oui, même maurassienne. À certains égards. Mais c'est un homme qui disait qu'il voulait faire une politique de gauche avec des hommes de droite, me semble-t-il, et qui a toujours été, encore une fois, dans cette volonté de dépassement. D'où son ralliement à Doriot, qui a été communiste et qui devient fasciste. Tout à fait. Et du coup, et puis il y a cette nouvelle aussi qui s'appelle L'Agent Double dans l'Histoire des Plaisantes, où il y a exactement ce passage où il campe un personnage qui fait penser un peu à lui, qui est d'abord un communiste, puis se rallie du côté des tsaristes, enfin du côté des blancs, et ensuite qui est découvert. Et la nouvelle se termine où il dit, voilà, je suis l'homme qui fait avancer l'histoire, et j'ai aimé profondément et les blancs et les rouges. Vous allez me tuer, moi je suis éternel. Et l'homme qui le tue lui dit, tu es un chien. C'est très intéressant parce qu'on voit que les deux postulations finalement chez Drieux sont sans doute authentiquement valables l'une comme l'autre. Et que c'est un homme qui... C'est ça, vous dites très bien, là, c'est l'homme qui fait avancer l'histoire, et c'est là qu'il y a sa fascination pour Judas. Oui, parce que si Judas n'avait pas dénoncé le Christ, le christianisme... oui, tout à fait. Et puis la force, vous disiez tout à l'heure, Julien Hervier, sa fascination pour la force, mais la force c'est aussi une dynamique. Et donc du coup, alors qu'il n'est pas progressiste, pour autant il aime les grands destins, il aime Napoléon, il a un peu aussi le mythe du surhomme, d'une certaine manière. Et donc, du coup, cette idée qu'il faut dépasser les clivages apparents pour que les choses avancent, la force qui va, comme dirait Hugo, c'est quelque chose qui fait partie de son tempérament et qu'il est plus fidèle. D'ailleurs, je crois qu'il dit ça aussi à un moment donné. On est plus fidèle à un tempérament qu'à des idées. Une attitude qu'à des idées, oui. Oui, voilà, à une attitude qu'à des idées. Et finalement... il cesse, de toute façon, il y a une infidélité, il y a une chose peut-être que j'aimerais dire peut-être par rapport à ça, parce que je trouve que c'est assez frappant chez Drieux, c'est ce rapport qu'il a aux femmes et à la politique, enfin... Encore une fois, tous ces niveaux-là, le niveau érotique, politique, spirituel ou littéraire, sont des niveaux qui sont systématiquement confondus chez lui, peut-être plus que n'importe quel écrivain. Et de la même manière qu'il est, il est tout à fait, il est aussi infidèle aux femmes qu'aux idées, de cette manière. Et en même temps, c'est toujours un amoureux idéaliste et perdu. C'est pas du tout un libertin cynique. C'est un amoureux idéaliste et perdu. Et c'est très intéressant d'ailleurs que il commence une relation adultérine avec Christiane Renaud vers la fin de sa vie, alors que c'est pas du tout son tempérament a priori, de se contenter d'être le second sur une femme, peu avant de collaborer avec l'ennemi, donc de devenir aussi le second dans une politique. C'est assez intéressant parce que systématiquement ces choses-là sont liées. Je pense que dans le mystère de Drieux-La Rochelle, il y a ça, c'est-à-dire que si on le voit comme un homme, comme un pur militant politique ou un homme d'opinion fixe, c'est vraiment, enfin voilà, c'est pas du tout. À côté de ça, c'est aussi dans une certaine mesure un théoricien un peu inégal, parce que dans Socialisme fasciste, qui a été publié en 1934, Drieux parle de son gouvernement idéal. Son gouvernement idéal, c'est quoi? C'est qui? C'est Louis XVI, Napoléon, Robespierre, bref, tous les grands hommes de l'histoire.
qui soit de droite, de gauche et alors on comprend plus du tout où est la cohérence doctrinale, la cohérence politique, la cohérence unitaire de ce que Drieux veut nous avancer comme programme politique. C'est là qu'on revient justement à l'admiration de la force, celle de Louis XIV, celle de... Les grands hommes. Oui, les grands hommes, les hommes d'énergie. Mais là, j'étais très frappé aussi en vous écoutant évoquer Napoléon. Effectivement, les petits Français ont été élevés très longtemps dans l'admiration de Napoléon. Là, maintenant, je crois qu'on leur apprend plus rien à l'école. Mais pour Drieux, c'était très fort et c'était renforcé par le fait que sa grand-mère avait une immense admiration pour Napoléon. Alors, il a lu tous les témoignages des grognards de Napoléon, le capitaine Cognet, tout ça. Mais il a une admiration pour Napoléon et tout d'un coup, en vous entendant évoquer Napoléon, ça m'a fait penser à un autre peuple, un peuple qu'admirait Drieux et qui admire beaucoup encore Napoléon. Enfin, je regardais, lisez Bérésina de Sylvain Tesson. Les Russes sont peut-être des gens qui admirent plus Napoléon actuellement que les Français. Ouais. Donc, il y a quand même ces Poutine et le Napoléon russe, alors. Alors maintenant, les gens seraient prêts en France à traîner Napoléon dans la boue. C'est un des grands hommes majeurs pour ça, et ça a été pour beaucoup de petits Français un modèle. Voilà. Jean-Pierre Joris, vous vouliez rebondir. Vous avez évoqué la Russie comme terre d'Europe aujourd'hui. Je me demande si Drieux aurait aimé Poutine, justement. Oh, probablement. Oh, sans doute. Je pense. Hein ? Ainsi que Chavez, dans une synthèse à la Drieux-La Rochelle, d'extrême droite et d'extrême gauche, peut-être. Ouais, vous avez évoqué Robespierre. Robespierre. Bon. Ceci dit, Robespierre. Je vous rappelle que vous êtes sur Radio Courtoisie, juste la radio libre du pays réel et de la francophonie, et que nous sommes au Libre Journal des enjeux actuels. Je reçois aujourd'hui Julien Hervier, Christian Dedet, Romaric Sangars et Jean-Pierre Joris. Julien Hervier. C'est ça, j'allais redire, c'est encore plus Saint-Just qui l'admire. Vous savez, il y a une très belle pièce. Et Charlotte Corday, quand même. Qui est un affrontement, justement, entre la pureté révolutionnaire de Saint-Just et la pureté révolutionnaire de la contre-révolutionnaire Charlotte Corday. Il y a le théâtre de Drieux, enfin, j'en pense pas tellement de bien, mais là, il y a un bel affrontement entre Saint-Just et Charlotte Corday. Voilà. Mais il a écrit pour Louis Jouvet. Oui. Pour le théâtre. Oui. Il a bien connu Jouvet. Mais vous savez, il est pétri de contradictions, effectivement. Une chose très frappante, c'est qu'il a été aussi longtemps considéré comme pacifiste. C'est-à-dire que malgré son enthousiasme devant la guerre, il considérait que c'était un suicide collectif. J'avais une question à vous poser là-dessus, justement, parce que il y a un point que je trouve assez énigmatique dans l'itinéraire et dans les prises de position de Drieux, c'est que comme on l'a dit, il est pour la réconciliation franco-allemande après la Première Guerre mondiale. Il se situe avant tout en tant qu'Européen. Il est pacifiste et européen. Et pourtant, toute une partie de la droite et de la gauche sont pacifistes, sont munichois, et lui est anti-munichois. Et alors, alors qu'en plus, il n'a pas d'hostilité a priori radicale vis-à-vis du national-socialisme. Comme Monterland qui est anti-munichois aussi. Mais c'est parce que on est de nouveau dans un affrontement entre nations et que il pense que Hitler est devenu un très très grand danger pour la France et que à ce moment-là, c'est là qu'il voudrait un mouvement fasciste fort qui puisse faire le poids contre l'Allemagne hitlérienne. Et donc, il pense qu'il ne faut pas reculer. Enfin, mais même Maurras, qui est plus modéré que lui, qui est un nationaliste français stricto sensu, est munichois. Oui, mais justement, ça, c'est le Maurras de la France seule, je sais pas. Il est tout à fait logique avec lui-même, c'est-à-dire que tant qu'on peut encore avoir un espoir de battre Hitler, il ne faut pas plier bagage et battre en retraite. Voilà. Mais et finalement, d'ailleurs, voyant que tout ça n'aboutit à rien, il finira par se ranger à la position de Doriot, puisque Doriot était pacifiste. Hein, d'ailleurs, il ralliera le PPF, le Parti populaire français de Doriot, puis rompra avec lui, puis réadhérera ensuite, puis rompra avec lui. Ça, c'est très compliqué. C'est-à-dire que
un peu après Munich, alors qu'il était rentré, il a rompu quand il s'est rendu compte que Doriot était subventionné par Mussolini. Ouais. Et puis il est rentré au parti. Il y a une phrase de lui dans le journal en disant je vais rentrer au parti de Doriot pour montrer aux Allemands qui font ici une vaseuse politique que je ne suis pas d'accord avec. Enfin, c'est pas littéral, mais c'est ça. Alors, il y a plusieurs remarques et plusieurs questions d'auditeurs. Vous employez le terme consumérisme, c'était en début d'émission, dans son acception politiquement correcte et viciée. Il faudrait rappeler aux auditeurs qu'à l'origine, le consumérisme développé par Ralph Nader signifiait la réunion des consommateurs face aux grandes entreprises, General Motors notamment. Eh bien, c'est une information que nous, que nous prenons. Exact, oui. Madame Najat Vallaud-Belkacem est pour la littérature et la culture de ce pays un terminator de charme, une sirène séduisante dont il faut s'éloigner le plus vite, une espèce d'Attila souriante derrière, etc. Mais là, c'est un petit peu en dehors de notre sujet. Qui les vertes prairies de la mémoire historique ne repousseraient plus jamais. Alors c'est une signée Jean d'Ormesson. Ouais, bon. Qu'en pense le jeune Romaric Sangarce? C'est un plaisantin, ça. Que la phrase n'est pas terrible. Non. À l'image de la platitude de Jean d'Ormesson. Jean d'Ormesson, oui, platitude, mais en fait, c'est un sens de la syntaxe meilleur quand même. Ouais, c'est vrai qu'on a un peu écorché, j'ai un peu écorché la phrase de Jean d'Ormesson. Pseudo Jean d'Ormesson. Ouais. Pendant 14-18, les soldats français du front qualifiaient d'embusqués ceux qui restaient dans les bureaux. Comment les Allemands qualifiaient-ils leurs propres embusqués? Drie-La Rochelle a-t-il lu Mein Kampf? Alors à la deuxième question, on peut répondre oui. Il en parle dans son journal et il en pense plutôt du mal. Il trouve que c'est un mauvais livre de journaliste rudimentaire. Oui, il a sûrement pas lu en entier, parce que c'est trop long. Non, mais Jacques Benoît-Méchain a écrit des commentaires sur Mein Kampf qui sont plutôt laudatifs. Hein. Mais il avait des positions très pro-allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale, Benoît-Méchain. Non, écoutez, là, c'est un peu vivant. Enfin, ça ne met pas tellement en cause ce qu'on vient de dire. Hein. Non. Alors, justement, Jean-Pierre Joris va nous lire un texte qui est extrait du Jeune Européen, donc de 1927, où Drieux pourfend le machinisme, le technicisme, l'industrialisme inhérente à la modernité. De l'aveu fatal de l'homme, aussitôt que la machine est en mouvement, elle brise le nœud qui retenait la beauté, les liens profonds que la main ajustait autrefois entre les parties intimes de la substance. La machine est une esclave. Si on la déchaîne, c'est une brute qui ne peut que détruire. La machine n'augmente pas l'homme, mais au contraire, elle ne semble être mise au monde jouant un rôle diabolique que pour communiquer à la matière la conséquence mortelle de ce relâchement de l'activité de l'homme. Par exemple, telle machine happe un caillou. Ce caillou est prospère. Il a reçu de l'influence des divinités atmosphériques une force palpitante. La machine le broie. Et il en sort ce ciment informe, inanimé, si profondément et si lourdement paresseux, à quoi l'homme renonce à conférer une vie plus haute que celle que connaissait ce morceau de matière quand il était caillou. Ce sera cette misérable maison moderne, tandis qu'autrefois, au temps de la jeunesse et du génie, la pierre accédait à un plus haut degré dans l'échelle de la création par la métamorphose ennoblissante qui lui procurait la main de l'homme tailleur de pierre. Certes, la machine est vivante, en cela l'homme semble s'être dépassé. La machine est même plus vivante que l'homme,
dans la mesure où l'abdication de l'homme lui abandonne un pouvoir exorbitant. La machine est vivante comme la mort. Il a écrit ça il y a un siècle. Que dirait-il aujourd'hui avec Internet ? Parce que ce texte est profondément prophétique. L'esclavagisme de l'homme par la technique est devenu quelque chose qui paraît évident. Thierry Molnier disait à son époque « Le jour n'est pas loin où l'homme deviendra prisonnier de ses propres triomphes techniques ». L'homme est devenu machine d'ailleurs depuis. Est-ce qu'on n'a pas là véritablement la quintessence de ce que Drieux peut écrire de meilleur dans son œuvre ? C'est parfait d'ailleurs, c'est dans le voisinage de ce que Jünger écrivait dans Le Travailleur. Et chez Heidegger, on trouve ça aussi d'ailleurs, dans ses remarques sur la technique. Alors c'est ça, c'est-à-dire que chez Heidegger, l'approfondissement philosophique va beaucoup plus loin dans la structuration de la réflexion sur le problème de la technique dans la tradition justement de la volonté de puissance nietzschéenne. Mais Drieux a souvent des intuitions qui sont très fortes et donc par moments il en ça n'est pas un penseur, ça n'est pas un philosophe, mais il a un sens de l'expérience des choses et là aussi il faut dire que c'est la bataille de matériel qui a joué dans la prise de conscience des Européens un rôle essentiel par rapport au danger de la technique. Et là, il ne fait plus confiance complètement en l'homme qui peut devenir surhomme et en se dépassant à pouvoir faire la guerre comme il en parle quand il est sur le front. Il voit bien que la machine est quand même plus forte que l'homme, même si l'homme essaie d'être plus fort que la machine. Il y a donc là une sorte de distanciation par rapport à son prométhéisme de la Première Guerre mondiale. Alors c'est là qu'il est toujours aussi contradictoire, comme disait Romaric Sangard très bien. Il y a des apologies de la technique. Il y a un poème qui s'appelle La Grue, par exemple, sur la puissance de la grue qui multiplie la puissance de l'homme, ou les poèmes sur la vitesse, sur les automobiles qui multiplient notre puissance. Et même sur le champ de bataille, quelque chose qui a joué un rôle extrêmement important dans la vision du chevaleresque dans les deux camps d'ailleurs. Là, je parlais de Jünger, dont je viens encore de traduire les lettres du front à sa famille pour Christian Bourgois. On voit très bien chez lui une espèce d'admiration pour l'aviateur. Il a essayé plusieurs fois, Jünger, de s'engager dans l'aviation. Il y a un texte très ambigu de Drieux, qui est Le chien de l'écriture, dans la Comédie de Charleroi. L'aviation, c'est le dernier lieu où on peut encore avoir des combats chevaleresques. Voilà. Oui. Mais vous expliquez quand même bien dans votre préface qu'il y a néanmoins, à travers ces contradictions et à travers la personnalisation un peu narcissique de Drieux et l'implication qui est la sienne pendant la Première Guerre mondiale, néanmoins il y a quand même une distanciation de plus en plus évidente progressivement par rapport à la technique, par rapport à la machine, par rapport à la modernité. C'est-à-dire que Drieux a tendance à aller de plus en plus vers l'antimodernité, vers la critique de la technicisation du monde, et que les velléités qui étaient les siennes pendant la Première Guerre mondiale, même si ça le marquera comme au fer blanc jusqu'à la fin de sa vie, il n'empêche qu'en termes civilisationnels, pour les hommes au milieu des ruines, comme disait Evola, il y a véritablement une prise de conscience antimoderne, radicale chez Drieux. C'est certain que pour lui, le rapport direct à la nature, les civilisations paysannes sont infiniment supérieures à des civilisations techniciennes qui sont coupées d'un vrai rapport au monde. Enfin, ce qu'il y a, c'est que... Puis le manque de transcendance, de déspiritualisation du monde, de déshumanisation en même temps. Absolument, c'est-à-dire que on passe des moments d'époque où une source, c'est un merveilleux endroit régi par des nymphes, à une vision technique, on se demande si on peut faire tourner une turbine en faisant une contrainte forcée et en faisant un petit barrage. Hein. C'est-à-dire que là, c'est aussi le phénomène général du désenchantement du monde, hein, pour reprendre une autre formule célèbre.
Et donc là, Drieux n'a jamais connu le moment d'exaltation pro-technique qu'a eu Jünger à l'époque du Travailleur. Avant de revenir là-dessus... Alors, il y a 2 messages du même auditeur, je n'en lis qu'un parce qu'on ne peut pas tout lire non plus. Bravo pour cette émission sur Drieux, mon héros mort lorsque j'avais 1 an, mais toujours vivant pour moi en tant qu'Européen de grand style. Le guépard du XXe siècle, l'anti-Maurras, l'inverse du nationaliste jacobin. Ça, c'est un peu dur pour Maurras. Hein. Oui. L'engagé du camp valeureux qui va perdre. Pour moi, Drieux reste un phare de l'engagement européen. C'est un point de vue rare aujourd'hui, mais il existe bien amicalement. Merci à cet auditeur. Sur Maurras, jacobin blanc, comme disait Bernanos, il y aurait beaucoup à dire parce qu'il a été fédéraliste au début de sa vie, il a été fédéraliste à la fin de sa vie et il est resté quand même assez décentralisateur, même s'il y a des pointes parfois de nationalisme, effectivement, un peu jacobin chez lui. Romaric Sangar, sur tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant, je vous voyais observateur et méditatif en écoutant notamment Julien Hervier. Qu'est-ce qui a fait que quelqu'un... Vous avez quel âge ? 38 ans. À 38 ans, on est un drieuphoile, si j'ose dire. Moi, disons que ma rencontre avec Drieux est assez amusante. Je faisais un mémoire sur Pierre-Emmanuel, grand poète de la Résistance, donc il y a déjà assez longtemps de cela, sur sa poésie de résistance précisément, et Pierre-Emmanuel parle de Pierre de Vieux-La Rochelle dans son journal, dans des termes assez négatifs, puisqu'il dit qu'en gros, Drieux critique les inspirations trop chrétiennes de Drieux dans ses poèmes, et qu'il serait temps de passer à autre chose, et pourquoi pas l'hindouisme, enfin voilà. Et Emmanuel en fait prend cet argument pour dire, voyez la preuve que Drieux est fasciste, il veut pas reconnaître le christianisme et cet intérêt-là, et ils s'en fait une médaille de résistance supplémentaire presque d'avoir été bafoué par Drieux. Et là-dessus, par hasard, je suis tombé sur Adieu à Gonzague, un texte de 10 pages qui m'a absolument terrassé. Qui en général on a beaucoup reproché à Drieux suit le feu follet. Voilà, c'est ça. Comme s'il avait été la cause du suicide. Oui. Et ça vraiment, enfin pour moi, ça a vraiment été un coup de foudre. Voilà, ce texte-là a été un coup de foudre par ce côté extrêmement écrit au scalpel, extraordinairement cruel et intense à la fois. Enfin, je trouvais ça absolument merveilleux. Et beaucoup plus tard, j'ai donc découvert les textes écrits par Drieux, notamment sur Emmanuel dans la NRF, et je me suis rendu compte qu'Emmanuel était d'une injustice totale, puisqu'en réalité, alors que Drieux est directeur de la NRF, il parle d'un jeune poète de 26 ans que personne ne connaît, qui est dans le camp adverse, pour en faire l'éloge, et avec une petite nuance de réserve à la fin sur les inspirations d'Emmanuel. Et encore une fois, on a justement ce Drieux, on en parlait tout à l'heure, qui est en permanence à contre-emploi, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il collabore et où il est à la direction de la NRF, il va passer son temps à faire l'éloge d'écrivains résistants ou enfin voilà. Et il a une attitude qui est pas, ou alors même, je me rappelle son premier édito où il dit qu'il veut parler de l'Europe, et puis il dit qu'il voulait parler de l'Europe, et puis tout le long de l'édito, il parle de la France. De la nature française, de l'excès français, et il termine en disant voilà, je voulais parler de l'Europe mais j'ai plus le temps. Alors et donc on imagine bien qu'on attendait de lui qui parle de l'Europe nouvelle, puisqu'il était payé pour ça, et non, il parle de la France uniquement en nationaliste fervent tout le long de l'édito, pour terminer en se disant je suis désolé, j'ai plus le temps, ce qui est c'est absolument c'est magnifiquement désinvolte, et encore une fois complètement un contre-emploi, quoi. Oui, j'allais dire, Drieux a publié dans la NRF de l'occupation un des poèmes d'Aragon les plus hostiles à la collaboration, et à lui-même en particulier. Oui. L'introspection jusqu'au bout. Alors, c'est ça. Et ce que vous disiez, la façon dont il se bat contre lui-même, c'est très frappant également dans des formules stylistiques, des formules techniques. Il y a un passage, je crois que c'est dans le musical, mais il y en a dans beaucoup d'autres textes de Drieux, où il se scinde en deux. Et il écrit un dialogue entre lui et l'autre. Oui, effectivement, c'est dans le musical, dans le Jeune Européen. Oui. Alors, il y en a d'autres. Jean-Pierre Joris, en vous approchant du micro. Je voulais simplement dire que l'Europe aujourd'hui est un cadavre. Alors, il faut pas un cadavre exquis. Il faut inventer une nouvelle Europe, et c'est le travail qui nous attend. Oui, mais pas celle de la Commission de Bruxelles. C'est pas l'Europe politique et l'Europe puissance à laquelle on pourrait aspirer.
Il y a une actualité de Drieux-La Rochelle dans la mesure où il y a eu cet ouvrage, donc Le Jeune Européen et autres écrits de jeunesse, 1917-1927, édition établie par Julien Hervier, donc de Drieux-La Rochelle, qui vient de paraître. Il y a le livre de Christian Dedet sur la chronique des années 30. Ce n'est pas le livre de Christian Dedet. Non, c'est le livre de Drieux-La Rochelle. J'ai fait la présentation. Et vous avez présenté les chroniques des années 30, qui sont des articles qui ont été rassemblés par Frédéric Chaleil pour les éditions de Paris, Max Chaleil. Voilà, exactement. Et il y a deux autres livres, un qui est déjà paru, l'autre qui va paraître le 2 mai. Est-ce que vous avez lu, l'un de vous, est-ce qu'il a lu le livre d'Aude Terray, Les derniers jours de Drieux-La Rochelle, publié chez Grasset? Et est-ce que vous pourriez en dire un mot? Julien Hervier. Ça ne serait pas pour en dire du bien. Oui. Je dois dire que je n'ai pas une grande estime pour les biographies romancées. Alors, je sais que ça peut donner lieu à des chefs-d'œuvre quand quelqu'un de génie comme Pierre Michon reprend un destin particulier pour jeter un éclairage sur un moment bref de sa vie. Par exemple, dans Maître et serviteur, lorsqu'il évoque les derniers jours de Watteau, c'est absolument sublime. Ou à propos de Goya, ou d'un obscur peintre de l'époque de Piero della Francesca. Mais alors, maintenant, la façon dont on prend un auteur qui a laissé un journal très précis pour le paraphraser avec quelques retours en arrière qui exploitent seulement les livres qui ont été écrits sur Drieux, ça me paraît pas très intéressant. Les derniers jours de Drieux-La Rochelle, c'est les 8 derniers mois de l'existence de Drieux. Il faut mieux prendre le journal intime que vous avez publié, c'est plus intéressant. 39-45, où là, on a affaire à Drieux directement. Et si vous me le donnez 2 minutes, je voudrais dire que ça se termine sur un paragraphe que le pauvre Drieux n'aurait pas mérité. L'œuvre est inachevée, le procès reste ouvert, mais Drieux a gagné un ticket pour l'immortalité. Ouais. Je laisse à Aude Terray son ticket pour, je ne sais pas, la réussite littéraire. Et on pourrait dire aussi que... moi, je lui en redonne un deuxième. Et l'œuvre de Drieux-La Rochelle s'est établie sur une vie de 52 ans seulement. Et quand on considère tout ce qu'il a écrit, l'œuvre en devenir, elle est vraiment bien là. Et c'est vraiment un des grands écrivains de l'époque et du siècle dernier. L'introspection pratiquée par Drieux lui-même est toujours réjouissante. L'introspection pratiquée par les autres contre lui l'est beaucoup moins. Beaucoup moins, oui. Beaucoup plus scolaire et didactique, oui, et doctorale, pour moi inintéressante, et psychanalytique au mauvais sens du terme. Alors il y a un autre ouvrage qui va paraître le 2 mai prochain, Tout a une fin, Drieux, de Gérard Guégan, qui avait publié un ouvrage sur Jean Fontenoy qui était intéressant et fort honorable. Là, c'est une fable politico-policière qui se passe également en 1944, c'est-à-dire à la fin de la vie de Drieux, et qu'invente Gérard Guégan. Et là, je dois dire que, mis à part quelques pages très alertes d'une grande verve, on voit bien que Gérard Guégan est un écrivain qui a du style et qui a un certain ton, mais malheureusement, il veut extirper absolument les miasmes qu'il croit trouver chez Drieux-La Rochelle et le purifier en l'admonestant durant tout le récit, ce qui rend la lecture difficile et un peu pathétique, et on se demande ce que Monsieur Guégan a fait pour pouvoir se considérer comme aussi supérieur par rapport à Pierre Drieux-La Rochelle. Voilà. Alors, pour conclure ou pour ne pas conclure, Jean-Pierre Joris, Julien Hervier, Christian Dedet, Romaric Sangarce, si vous avez 1 ou 2 minutes qui vous semblent importantes pour pouvoir évoquer Drieux. Moi, ce que j'aimerais, c'est lire l'ouvrage sur d'Ormesson. Ah, bah oui, mais alors, il va vous l'envoyer. Bah oui, bien sûr. Romaric Sangarce va vous envoyer l'ouvrage à Jean-Pierre Joris. Voilà. Vous, Julien Hervier, est-ce qu'il y a d'autres travaux prévus prochainement sur Drieux, parce que vous avez tellement travaillé dessus? Oui, alors écoutez, là, oui, je disais, je viens de publier de nouveau une traduction de Jünger de ses lettres du front. Ce bouquin, enfin, j'ai fait une préface de 30 pages. Mais il y avait quand même un appareil critique important. Et surtout, alors oui, il y a une chose qu'on peut dire comme ça au passage, c'est que le choix n'est pas arbitraire. C'est Drieux qui avait choisi en 40-41, il a travaillé en 40 et ça a été publié en 41, qui avait choisi de republier ses écrits de jeunesse. Mais il a trouvé malin de les réécrire.
et de les corriger avec les qualités stylistiques de l'âge, mais ça leur enlève beaucoup de leur spontanéité et de leur qualité, ce qui fait qu'avec les éditions Bartilla, on a décidé de restituer les textes originaux. Donc c'est un recueil des textes originaux selon l'agencement prévu par Drieux, mais ça n'est pas le livre publié chez Gallimard en 1941 qui s'appelait Écrits de jeunesse. Qui s'intitulera comment ? C'est ça, c'est ce que vous avez sous les yeux. C'est-à-dire Le Jeune Européen et autres écrits de jeunesse. Alors Le Jeune Européen. C'est un livre générique. C'est ça, c'est-à-dire ça s'appelait Écrits de jeunesse, l'édition. On a ajouté Le Jeune Européen pour un peu situer les choses. Mais il faut ajouter qu'il y a effectivement donc les deux poésies de livres de poèmes, Interrogation et Fond de cantine, ainsi que le texte La suite dans les idées. C'est ça, qui sont des petits textes dadaïstes, surréalistes, très drôles. Il y a 2 nouvelles qui sont un peu plus faibles que d'ailleurs Drieux avait supprimé dans la réédition. Mais enfin, c'est un texte très bigarré, très intéressant. De même que je trouve que l'interrogation est plus intéressante que Fond de cantine. Ouais. C'est plus clair, c'est plus limpide, ça va à l'essentiel. Ça me paraît plus fort et peut-être moins sophistiqué, moins artificiel peut-être. D'ailleurs, vous savez, on parlait de l'autodénigrement de Drieux. Fond de cantine, ça fait un peu penser à fond de tiroir. Donc il suggérait l'idée que c'était un peu des fonds de tiroir. Enfin, c'était pas ça. Ouais, ça venait après. Oui. Sans ça, alors je travaille actuellement. Je voudrais faire un court essai sur Drieux. Enfin, non. Une sorte de résumé synthétique de votre perception de Drieux. Que c'est intéressant. Je ne suis pas le doyen ici, mais enfin, j'espère que je vais pouvoir encore travailler un certain temps. Oui, bien sûr. Alors, Christian Daudet, même chose. Qu'est-ce que vous auriez à retenir et à dire sur Drieux ? Ce que j'aurais à dire, c'est que je regrette que Joris n'ait pas pu nous lire ces magnifiques reportages tout à fait de modernisme et en même temps... Je vais vous dire, il était prévu que nous lisions sur le texte sur février 34 et on n'avait pas le temps, malheureusement. C'est malheureux. Et alors, d'autre part, je dirais à nos auditeurs qu'au lieu de lire quelques élucubrations de gens qui se mettent dans la peau de Drieux-La Rochelle, eh bien qu'ils aillent directement à Drieux-La Rochelle. Je ne pense pas qu'ils aient lu tout Drieux-La Rochelle, car c'est une œuvre considérable. Eh bien, ce serait pour eux le moyen de commencer par la bonne cause. Et ils se mettent en général dans la peau de Drieux-La Rochelle en le flinguant. Donc en flinguant leur propre peau, quoi. Oui, c'est ça. Ou leur peau de lapin. Romaric Sangarce, qu'est-ce que vous conseilleriez finalement comme essai ou comme roman de Drieux à un jeune néophyte qui voudrait lire Drieux ? Le Feu follet, peut-être. Feu follet. Et le film aussi de Louis Malle avec Maurice Renet, accompagné, où Drieux est plus que Drieux que lui-même, comme disait... Maurice Renet est plus Drieux que Drieux lui-même, comme disait Jean Mabir. Aussi de Drieux, qui avait cru le reconnaître pendant le film, paraît-il. Et l'essai, il y a un très bon petit essai théorique, doctrinal, politique, et peut-être un des meilleurs livres de Drieux, c'est Notes pour comprendre le siècle, qui a été publié en 1941, où là on a un condensé de la pensée de Drieux qui est extrêmement structuré et qui peut-être fait office de fil conducteur le plus cohérent dans l'œuvre de Drieux. Oui, d'ailleurs on peut penser à le rééditer, ça serait bien, oui. Il avait été réédité par fragments dans une anthologie de textes de Drieux fait par Grover chez Gallimard, qui s'appelait Sur les écrivains. Et je conseille donc les chroniques des années 30 présentées par Christian Daudet de Pierre Drieux-La Rochelle aux éditions de Paris, Max Chaleil. Merci Jean-Pierre Joris, merci Julien Hervier, merci Christian Daudet, merci Romaric Sangarce, et nous nous retrouvons le mois prochain.